Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier plateau de la nuit électorale. En attendant les grandes tendances à partir de 0 heure sur votre chaîne, nous vous proposons de décrypter un peu le scrutin de ce 11 avril, surtout les premiers enseignements à en tirer. Et justement pour en parler, j'ai trois différents invités. Ce soir, il s'agit de monsieur Benaou Hervé, il est socio-anthropologue, spécialiste des questions de population et développement. Monsieur Benaou, bonsoir. Bonsoir Madame Angèle Toboula, bonsoir aux téléspectateurs de ETL. D'accord. Et j'ai aussi avec moi Madame Alimatou Badarou. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines du Parti Bloc républicain. Madame, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce soir pour ce premier plateau, comme je le disais. Et un journaliste aussi avec nous. Il s'agit de Monsieur Alphonse Soudé, un habitué de nos plateaux. Bonsoir Monsieur Soudé. Bonsoir, cher conseil, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, avant d'en venir à notre thème de la soirée, je vais vous faire suivre un petit élément. Il s'agit de l'élément par rapport à la libération totale de la voix d'Assa Chaohu. Eh bien, cette AS est totalement libre depuis quelques heures. Nous allons peut-être suivre ces quelques images et puis revenir en plateau pour le décryptage. Ça ne peut pas tourner. Il n'a qu'à tourner ça seulement. Écraser Manu Hanga là. C'est bon, non, c'est trop là. Dessus. Laisse. Merci les gars, on va contrôler, voir ce que ça donne. Il faut être sûr que c'est bon, on peut remplir. Voilà nos forces de défense et de sécurité qui ont œuvré donc pour que la circulation soit totalement rétablie sur les axes d'Assa Chao Parakou et d'Assa Bante Djougou. Eh bien, la circulation est rétablie dans les deux sens. Monsieur le sociologue qui est avec nous, il s'agit de Monsieur Benaou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Quelles sont vos impressions après peut-être des journées et des jours de situation tendue dans ces zones-là? Oui, je vous remercie Madame Toboula. C'est d'abord des impressions de joie, des impressions de fierté. Fierté par rapport à nos forces de l'ordre, par rapport à leur engagement, par rapport à leur sens patriotique, par rapport à leur sens de responsabilité. Surtout avec l'hymne national voilà, qu'ils ont exécuté. Ça après, montre qu'ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un en dehors du drapeau. Ça veut dire que le sens, chez eux, le sens de la nation est un sens assez fort, assez poussé. Mais il ne faut pas rendre grâce ou
faut pas reconnaître l'effort seulement des forces de l'ordre. Il faut reconnaître aussi l'effort des populations qui, d'une manière ou d'une autre, ont plus ou moins coopéré pour que ces voix soient libérées. Et on va prier pour que ce recul qu'on a commencé à sentir au niveau de la population puisse les jours à venir s'accroître et contribuer à une désamorce totale de la situation. Voilà. Et je pense que c'est sur une bonne voie. Madame Badarou, qu'est-ce que ces images vous inspirent? Certainement, vous avez suivi l'actualité de ces derniers jours. Aujourd'hui, ça circule bien, la circulation elle est rétablie dans les deux sens. Oui, merci Madame Toboulard. Je crois qu'il faut qu'on rende grâce à Dieu d'abord pour cette accalmie. Parce que à tout sérieux, tout honneur, on dit. Et puis, on va remercier quand même le sens de la responsabilité de ces hommes en uniforme qui nous ont démontré leur professionnalisme. Comme l'a dit mon prédécesseur, effectivement, leur professionnalisme est à saluer. Et on a là la preuve que le Bénin est vraiment un État. Et qu'un État qui prend ses responsabilités, c'est de défendre les 11 millions de Béninois que nous sommes. Et donc, ils ont fait ça. Et nous avons pu aujourd'hui assister quand même à cette accalmie autour des centres de vote. Nous avons pu voter dans la tranquillité. Vraiment, c'est à saluer. Et surtout saluer aussi ce peuple particulier que nous sommes, le peuple béninois, qui a aussi monté son côté, son attachement à la paix et à la démocratie. Je crois que globalement, nous pouvons être fiers d'être béninois, d'avoir encore écrit les pages de notre histoire ce jour. Monsieur Soudé, enfin, le calme, on va dire. Bon, c'est vrai que pendant des heures, moi j'ai des amis qui devaient rentrer de Parakou pour des urgences de famille, qui jusqu'à l'heure là ne sont pas encore rentrés. Il y a d'autres qui étaient en mission sur Cotonou, qui devaient retourner à Parakou, qui n'ont pas pu parce qu'ils ont effectué le déplacement jusqu'à Savet. Et se retrouvant dans l'impossibilité de continuer, sont revenus à Cotonou. Pourtant, ils sont des agents permanents de l'État, ils sont au service de l'État. Je dis, c'est à saluer que l'armée a joué son rôle. Mais je dis, au-delà, moi je suis le chef de l'État qui a dit plus jamais ça. Moi j'ai déjà dit sur ce plateau qu'on ne vienne plus me parler d'amnistie. Ça, c'est fini ça. La première fois, ça s'est passé en 2019. On a amnistié les gens, que ce soit les militaires, que ce soit les civils. Non, je dis, il ne faut plus continuer avec ça. C'est-à-dire que la voie a été libérée. Maintenant, il faut situer les responsabilités et appliquer la loi. S'il y a des forces de l'ordre qui ont tiré sur les populations, on leur applique la loi. S'il y a des populations qui sont impliquées dans ce qui est arrivé, on les applique. On ne nous parle plus d'amnistie parce que les gens posent les actes et se disent bon, la République va pardonner, mais il y a eu des dégâts, que ce soit du point de vue économique, parce qu'il y a des opérateurs économiques qui font régulièrement les affaires, mais vous avez bloqué la voie pendant des jours. Ça veut dire quoi? Que ceux-là, certainement qu'ils ont connu des avaries, certainement qu'ils ont connu des pertes. Donc je dis, quand on va finir l'élection présidentielle, que les responsabilités soient situées, qu'on frappe. Cette fois-ci, moi, je ne souhaite même plus qu'on parle d'amnistie. Mais les acteurs politiques s'accordent sur le fait que ce sont peut-être des personnes manipulées. Non, on peut espérer. Moi, je dis, on peut espérer. quand vous prenez la pâte, vous ne mettez pas la pâte dans vos narines. Vous ne mettez pas la pâte dans vos narines. Et je dis, quelqu'un qui vous donne quelques miettes pour aller barrer la voie, au moment de rendre compte, il n'est plus là. Mais on vous prend, on vous dépose en prison, il ne viendra pas vous voir. Donc je voudrais qu'à la fin de l'élection présidentielle, parce qu'on a dégradé les infrastructures. Qui va payer? Nous payons les impôts. Nous payons les taxes. Et c'est avec ça qu'on répare les voies. S'il y a des gens qui ont dégradé le bien public, on les prend, on leur applique la sanction. Moi, je suis clair là, ce n'est pas question de... On est dû, nous sommes tous des Béninois. Imaginez que tous les Béninois se mettent à casser tout ce qu'on a construit. Ça va donner quoi? L'éternel recommencement, on va dire. Donc, il faut que les responsabilités soient situées et les peines soient appliquées. C'est le plus important. Alors, nous allons revenir à notre thématique du jour. Il s'agit du taux de participation de cette élection, les premiers enseignements à en tirer. Mais bien avant les échanges, je vais vous proposer encore un autre élément. C'est une production de notre rédaction de 13 minutes par rapport aux enjeux de ce taux de participation. Taux de participation, pardon, c'est le thème. Taux de participation, enjeu capital ou confort politique. On suit et on revient tout à l'heure pour les débats.
L'élection présidentielle de ce 11 avril 2021 est particulière parce qu'elle a mis en jeu plusieurs éléments nouveaux dans le poste de vice-président et le parrainage. Parrainage qui a suscité bien de débats dans l'opinion publique et qui a été une des pièces ayant fait défaut à plusieurs candidatures. Au regard des candidatures recalées et du nombre validé, certains citoyens se demandent si le taux de participation sera fort. Mais quelle est l'importance de la participation au vote dans une république comme la nôtre, au point où les candidats eux-mêmes ne l'occultent point? Le taux de participation fait partie des baromètres de vitalisation, d'existence, fait partie, si vous voulez que j'utilise un terme médical, le thermomètre, pour prendre la température de notre démocratie. Puisque la démocratie, globalement, peut être définie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est le peuple qui élit ses dirigeants, c'est le peuple qui élit son président. Et lorsque le jour du scrutin, le taux de participation n'est pas un taux record ou n'est pas significatif, ça pose problème. On peut dire que la démocratie est enrhumée. Ensuite, même avant le scrutin, déjà au niveau de la pré-campagne, au niveau de la campagne, et puis après au niveau de l'acceptation du vote, il faut qu'il y ait une sorte d'adhésion sociale, d'adhésion populaire, d'adhésion citoyenne, pour parler de la République. Donc, le taux de participation est extrêmement important dans tout processus démocratique parce que c'est la légitimité du peuple. C'est de cette légitimité que peut se prévaloir le président de la République, puisque nous sommes au suffrage direct ici, pour dire oui, tel nombre de Béninois destinés. C'est un euphémisme lorsque je dis ça. Du moment où tel est déclaré et élu à l'issue du scrutin, il devient président de tout le monde. Mais il y a une sorte de manque, il y a une sorte de faim, il y a un arrière-goût plutôt amer lorsque le taux de participation affiche des records anormalement bas. Ça se traduit par un certain dégoût, un certain dépit, un certain rejet, dégoût de la chose politique, du rejet du politicien et tout, et ça manque un peu de popularité, ça manque un peu d'adhésion citoyenne. Donc, le taux de participation dans une élection démocratique comme la nôtre est quelque chose d'extrêmement important pour mesurer la vitalité, pour mesurer la fonctionnalité, pour mesurer la vivacité de notre démocratie. Le taux de participation marque donc l'adhésion des citoyens à ce qui a conduit au processus, mieux aux réformes. Le politique peut également s'en servir pour démontrer sa force. Et puisque l'électorat est un élément majeur pour une élection, est-ce alors un enjeu capital ou un confort politique? Ni l'un, ni l'autre. Je parlerai plutôt d'adhésion, participation d'adhésion, et je dirais participation de foi. Le taux de participation que nous allons connaître, c'est en fonction de l'adhésion de peuple. Et le peuple peut voter, soit pour le président Patrick Talon, soit pour les autres duos de l'opposition. Et ce n'est pas une participation ni de confort, ni un enjeu politique. C'est parce que des choses se sont réalisées et qui ont plu à un grand nombre. Tenant compte de l'évolution des élections précédemment effectuées, Maître Jacques Migan pense que les élections à venir connaîtront de plus en plus de forts taux de participation. Il décline son analyse. Lors des élections législatives, nous avions eu un taux qui tournait autour de 27%. Et lors des élections communales, le taux que nous avions connu tournait autour de 49,54%. Or, chaque fois que l'on organise en République du Bénin les élections communales, on arrive souvent à un taux qui tourne autour de 54-55%. Donc c'est pour vous dire quoi? On a obtenu 49% et quelques pour les élections communales en 2020. Ça veut dire que ça va augmenter. Et vous vous souviendrez, on avait eu ces élections parce que tout le monde n'était pas allé voter.
vous avez d'autres partis qui n'existaient pas et qui avaient boycotté les élections. Foscori était candidat à l'époque, mais n'avait pas battu campagne. Mais aujourd'hui, Foscori a battu campagne, les démocrates ont battu campagne, et le duo de la mouvance aussi a battu campagne, et nous avions vu la ferveur du peuple aujourd'hui. Et ce qui pourrait éventuellement boycotter les élections, c'est une infime partie de la population. Que le taux de participation soit fort ou faible, l'élection sera validée, car la loi est muette là-dessus. On n'a pas prévu le taux qu'il faut pour que les élections soient validées conformément à notre constitution, conformément au code électoral. Non. Le plus important, c'est que les élections s'organisent. La preuve, nous avions eu 27% de taux du suffrage exprimé lors des élections de 2019, les élections législatives. C'était 27% et pourtant ça a été validé parce que nos tests n'ont pas dit que lorsque vous avez le tiers par exemple de la population, les élections seraient validées. Non, ça n'existe pas chez nous en République du Bénin. Comme ça n'existe pas non plus l'obligation de voter, c'est une adhésion personnelle, vous accomplissez votre devoir civique. Donc, sur le plan légal, il n'y a pas de test ni dans la Constitution, encore moins dans le Code qui demande que l'on atteigne un certain taux de participation ou de suffrage exprimé pour que l'élection soit validée. Non, ça n'existe pas. La posture du président élu, lorsque le taux est bas, c'est déjà de chercher à comprendre une fois qu'il aura prêté serment et une fois qu'avec son équipe, avec tous ses collaborateurs, on a su. La prochaine étape, ce sera de réconcilier le Béninois avec la politique. Ce sera de réconcilier le Béninois avec le politique. Ce sera de réconcilier le Béninois avec la gestion de la République. Ce sera de réaliser le mariage parfait puisque le président est élu par les citoyens et pour les citoyens. Donc, la toute première des tâches à faire, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une contestation? Est-ce que c'est un rejet? Est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que... de comprendre ça. Et quel que soit le motif, rappeler à chaque citoyenne et à chaque citoyen que c'est un devoir républicain que de pouvoir contribuer, participer à la vie démocratique de sa République, de son pays. Faut-il le rappeler, l'élection présidentielle de 1968 a été annulée parce que des manifestations interdisaient à près des 3 quarts de l'électorat de voter. C'était la période où s'était présenté élu M. Adjou Basile Momoni. Il y avait M. Prudencio, paix à son âme, qui était aussi candidat. Je crois que M. Da Silva était aussi candidat. Les militaires qui avaient organisé les élections à l'époque avaient décidé, parce que le taux de participation tournait autour de 25%, qu'ils ont annulé les élections. Donc c'est la seule fois, il me semble, en République du Bénin, où les élections, alors que le taux de participation est faible, tournant autour du quart de la population, où les élections présidentielles ont été invalidées. Mais depuis, il n'y a pas eu... on n'a pas connu cela. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est qu'au Bénin, en République de Bénin, la Constitution n'a jamais prévu d'invalider une élection ou des élections lorsque le taux serait faible. C'était l'époque militaire. Avec la maturité que nous avons, avec l'évolution que nous avons, avec les acteurs aujourd'hui en présence qui sont tous des gentlemen, quand j'écoute la qualité de la campagne, quand j'écoute les avis, les arguments développés par les uns et par les autres, quand je vois la maturité du peuple béninois de 2021, il n'est plus possible, avec tout ce que nous avons accumulé comme expérience politique, comme gain démocratique, comme maturité au niveau de la gestion de res publica, il n'est pas possible que cette confiscation arrive. Oui, certains politiciens, c'est de bonne guerre, certains opposants, certains adversaires peuvent toujours surfer pour dire il n'y a pas légitimité. Un peu comme déjà nous entendons dans le pays d'autres sons pour dire que
nous sommes le 6 avril et que, oubliant tout ce que la loi a prévu, tout ce que la Constitution a dit, jetant par-dessus bord tous ces dispositifs, c'est aussi ça la démocratie, la liberté de parole, la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Et dans un système démocratique, quand ça se passe comme ça, dans la bonhomie, dans la bonne entente, chacun donne son point de vue, et puis après, c'est la loi qui met tout le monde d'accord. Et les tests d'aujourd'hui sont tels que ce recul ou cette situation, nous ne pouvons plus la vivre. Il n'est pas rare de constater le jour du scrutin que des crières publiques appellent les citoyens à aller au vote. Un rappel que Dodi Amouzovi trouve nécessaire. C'est la chose la plus normale qu'ils ont à faire que d'intéresser les citoyens à la chose citoyenne, d'intéresser les citoyens à la chose publique, d'intéresser les citoyens à ces élections afin que véritablement le mariage se fasse et que ce soit un mariage à la fois de raison et de cœur. Vous avez bien entendu le taux de participation. Allez voter. C'est un devoir républicain, c'est un devoir citoyen. Accomplissez votre devoir dans la paix, dans la convivialité. Allez poser l'acte, puisque c'est le peuple, puisque c'est le citoyen qui détient le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Si vous ne l'exercez pas, il sera contre vous demain. Il vaut mieux être acteur de ce qui se passe ici et maintenant que de subir. Et si vous ne posez pas l'acte, si vous n'allez pas voter, d'autres voteront à votre place et soit vous faites le vote ou vous subissez le vote. Il vaut mieux le faire pour être définitivement acteur de la vie républicaine. Lorsque 10 personnes sortent, les 100% des votants, c'est sur les 10 personnes. On ne va pas reculer, on ne va pas revenir en arrière pour dire parce que 100 personnes sont attendues, que 10 personnes sont allées. Bon, maintenant, ceux qui sont partis, le vote, il est d'abord libre. Il est citoyen, il est libre. C'est une manière aussi de voter que de ne pas aller voter. Mais il vaut mieux sortir, exprimer soit son abstention, exprimer son rejet, exprimer son choix, que de rester à la maison. Ce choix de rester à la maison est un choix philosophique, il est un choix contre-productif. Donc je demande à ce que lorsqu'on aime son pays, lorsqu'on est patriote, lorsqu'on est citoyen d'une république comme la nôtre, on ne laisse pas les autres décider à notre place. On va là où ça se décide, on pose son bulletin dans l'isoloir, on va accomplir son devoir. Sinon, on est un peu comme débiteur. Il ne faut pas que cette dette-là, comme on le dit chez moi, reste au cou de ceux qui décideront de rester chez eux. Il faut aller voter. Voilà, retour en plateau. Le taux de participation, un enjeu capital. On est tenté de retenir après avoir suivi cet élément. Je suppose que vous avez tous le pouce gauche noir. Hein? Ça veut dire que vous avez tous voté. Naturellement. Voilà. Alors, monsieur Benaou, vous avez voté aujourd'hui dans votre centre de vote. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu une adhésion de la population par rapport à cet élément que nous venons justement de suivre? Avant d'aller à ce que j'ai constaté, je voudrais bien opiner rapidement sur ce que nous avons suivi. Parce qu'il y a deux tendances qui se dégagent de l'élément que vous avez passé. Il y a la tendance soutenue par le professeur Dodi Amouzovi, qui est qu'il faut forcément aller voter parce que le taux de participation est un élément essentiel en matière de démocratie pour légitimer le président ou l'élu qui sortira des urnes. Et il y a la posture du maître Migan qui relativise un peu pour dire, vu que le constituant
et le législateur n'ont pas fixé un seuil de participation, il ne faut pas s'en tenir formellement à un taux de participation comme étant l'élément clé d'une élection. Et j'ai envie de dire, l'adhésion sociale dont le professeur Amounsouvi parle, c'est une adhésion volontaire. On n'a pas fait du vote chez nous une obligation. Le vote est un devoir. On a obtenu le droit de vote. On a le devoir d'aller voter, mais on n'a pas l'obligation. Mais l'idéal, c'est de Vous avez bien dit l'idéal. L'idéal, c'est pas l'obligation. Même si on doit exprimer une abstention, il faut aller... Je dis que ce n'est pas une obligation. Je suis libre d'exprimer ce devoir-là, de saisir ce droit, comme je suis libre de ne pas le saisir. Et donc, par conséquent, on ne peut pas tabler la légitimité d'une élection sur le taux de participation. Mais on a vu au soir des législatives, jusqu'à aujourd'hui, on parle. Madame Toboula, on estime que nos députés sont illégitimes, etc. Ce sont des erreurs que nous commettons parce que ça arrange les acteurs politiques. Les acteurs politiques s'en tiennent à cela pour dire tel est illégitime, tel n'est pas légitime, tel l'est. Parce que ça les arrange. Les intérêts qu'ils poursuivent quand ils ont un taux de participation assez bas, ça rencontre leur intérêt et donc ils tablent sur ça pour montrer qui est illégitime et qui ne l'est pas. Pour revenir à votre question par rapport à là où j'ai voté. Moi j'ai voté à Calavi, au bord de la rue. Et vous savez, avec toute la psychose qu'on a agitée, tous les bureaux de vote qui ont jousté les artères principales n'ont pas connu la grande affluence parce que les gens ont peur d'être en bordure de voie pour être attaqués. Mais quand vous rentrez en profondeur de Calavi, puisque j'ai pris ma moto, j'ai sillonné un certain nombre de bureaux de vote, c'était des situations contrastées par rapport à là où moi j'ai voté. Là où moi j'ai voté, c'était en bordure de voie. Il n'y avait pas une grande affluence. Mais quand je suis rentré dans les villages de Calavi, les autres arrondissements, les gens sont sortis pour voter. Pour vous dire quand même, malgré tout ce qui a été dit, le peuple béninois est resté égal à lui-même. Et aujourd'hui, c'est encore une victoire de plus. Je crois que le peuple a montré sa capacité à transcender un certain nombre de conjonctures, d'éléments conjoncturels, de situations conjoncturelles. Et donc, ce peuple a montré à la face du monde que nous avons la capacité, au-delà de ce que les acteurs politiques, les invectives qui s'envoient, les conflits qu'ils font naître entre eux, le peuple a montré sa capacité d'aller au-delà pour arpenter véritablement la voie du développement. Ça, c'est ce que je retiens d'essentiel de ce qui s'est passé aujourd'hui. Madame Badarou, vous avez fait le même constat aujourd'hui après votre vote? Oui, je vais aller dans le même sens que mon prédécesseur pour dire qu'effectivement, les éléments que vous nous avez montrés ont posé deux situations. Et je partage l'avis de mon prédécesseur, à savoir que comme ce n'est pas une obligation, on ne peut pas tabler sur ça pour dire qu'un président est légitime ou bien les élus sont légitimes ou illégitimes. Donc ça aussi, il faut qu'on éduque notre population et nos politiciens aussi. Parce que pendant longtemps, en fait, nous avons tous contribué, je veux dire tous les politiciens et nous tous d'ailleurs, on parle de la démocratie, mais en réalité, on ne mesure pas ce que c'est que la démocratie. D'accord. Donc, comme c'est un droit, et qu'il n'y a pas de pression derrière, on ne vous oblige pas à aller voter, tout le monde triche. Je vais vous dire un truc, je vais choquer peut-être les gens. Moi, quand on a fait la campagne, on voit les populations, quand on appelle les gens pour venir, on voit qui nous écoute. Ce sont nos pauvres mamans qui ne sont pas lettrées, qui ne connaissent pas grand-chose, mais qui adhèrent. Oui. Mais j'ai envie qu'on aille faire les statistiques dans les ministères, aller voir nos fonctionnaires, nos cadres, combien vont voter. C'est là le réel problème. Ceux qui sont instruits trichent avec la nation. Triche avec le peuple. Donc les vrais patriotes, selon vous, ce sont... Ah non, je tiens à saluer vraiment ces braves populations du moment. Parce que si vous avez fait les statistiques, d'abord je défie pour vous dire que vous allez voir qu'il y a plus de femmes qui vont voter. Ce sont les femmes qui sortent. Et en plus, nos mamans qui sont pas... Peut-être que vous défendez votre position, madame. Non, je ne défends pas. Non, je vous dis, on peut aller faire les enquêtes, vous êtes des journalistes. Il va falloir que désormais on commence par travailler dans ce sens pour regarder vraiment qui sort vraiment pour aller voter. Quand on parle de vote, on parle de légitimité et tout ça là. Qui va voter? En fait, en réalité, le peuple tiche avec les tests de la République. Normalement, tous les cadres. Moi, j'aurais souhaité même, vous avez vu quand on demande aux militaires d'aller voter. Avant le vote. Je voudrais que désormais, on demande à chaque ministère que les cadres qui sont dans chaque ministère aient voté.
que les gens fassent, qu'ils adhèrent sérieusement. Parce que vous allez le vote a lieu généralement un dimanche, donc c'est pour permettre justement on va à tout changer le la monde stratégie. Si vraiment on veut se dire que bon, désormais c'est le taux de participation qui va expliquer la légitimité. Donc nous allons procéder désormais comme ça. Parce qu'en réalité tout le monde triche. Et après ils sont là toujours à jeter la pierre aux politiciens, à dire que bon, les politiciens n'ont pas le choix. Puisqu'ils trouvent des gens qui adhèrent à leur appel, ils vont chercher les pauvres populations, les illettrés, ils leur passent le message. Et puis maintenant, l'autre paradoxe encore, c'est que ces populations-là aussi nous font des chantages. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de taux de participation pour légitimer un président ou... Non. C'est-à-dire nous allons agir sur l'univers, c'est-à-dire ceux qui sont sortis vraiment pour voter. C'est là que nous allons faire le constat de la légitimité d'un président, c'est-à-dire celui qui a gagné le chaos se révèle là, dans cet univers. Mais sinon, dire que parce que les gens n'ont pas participé, quelqu'un n'est pas... C'est très faux. Nos populations aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'ils nous disent que oui, et les porte à porte. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des réformes et nous sommes en train de dire que le président a dit de ne plus distribuer de l'argent. Et que si vous prenez de l'argent chez quelqu'un, vous êtes comptable, vous l'invitez à aller voler quand on va le nommer en haut. Quand vous dites ça, ils disent, ah bon, oui, d'accord. Mais néanmoins, vous savez, c'est pendant 30 ans qu'on les a habitués à cela. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas leur demander de quitter là tout de suite. Et vous vous rendez compte que, je vous jure, il y a des gens qui ont fait des tests et que ces populations disent qu'ils ne sortent pas. Mais pour peu qu'on leur dit, bon, d'accord, on va venir vous chercher avec la voiture ou bien du comme ça, elles sont d'accord pour sortir pour aller voter. Vous vous rendez compte? Donc, elles nous font du chantage. Elles disent que oui, mais c'est dans 5 ans qu'on vous reverra. Hein. Vous venez ici maintenant, c'est ce que vous dites toujours, on va vous voir dans 5 ans. Donc, c'est une autre mentalité. C'est vraiment, c'est ça la réalité du Bénin. Donc, il faut que les gens arrêtent de pécher, les policiers d'utiliser le fait que beaucoup de gens ne sont pas sortis, quelqu'un n'est pas légitime. Non, les populations adhèrent, comprennent le changement. Mais seulement leur problème, c'est qu'ils se disent que c'est chaque 5 ans bien, chaque veille des élections qu'on vient les voir. Et donc, elles se disent que bon, c'est maintenant qu'on va le prendre pour nous aussi. Et donc, ce truc-là est encore là. C'est le vrai problème, ça. Sinon, c'est vrai, il y a des manipulations, les gens demandent de ne pas aller voter, mais ils ne sont pas nombreux. Puisque la preuve aujourd'hui, on a vu qu'il y a l'opposition qui participe à cette élection. Normalement, on devait avoir plus d'adhésion que pendant les législatives. Il y a les démocrates, il y a le FCBE qui participent à cette élection. Donc, normalement, l'adhésion devait être totale. Alors donc, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on a peut-être 50%, 60% que ça veut dire que ce président qui est élu n'est pas léger. Au contraire, on va poser la question aux opposants. Vous aussi, vous avez vos militants, non? Pourquoi ils ne sont pas sortis? Normalement, le taux doit être plus qu'avant, n'est-ce pas? Doublé. Donc, c'est ça la vraie question. Monsieur Soudé, Monsieur Benaou et Madame Badao estiment qu'on ne doit pas considérer ou pas trop considérer le taux de participation. Mais vu les précédents incidents auxquels on a assisté, est-ce que c'est pas un élément, on va dire, à considérer? Non, vous savez, je ne sais pas. Mais le chef de l'État, moi je l'ai suivi dans tous ses discours, il tient à ça. Le chef de l'État a tenu à ce qu'il y ait un bon taux de participation. C'est important. Tous ceux qui ont parlé, ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi le chef de l'État. Le chef de l'État, il a dit, il sait qu'il va gagner, mais il aurait souhaité que la majorité des Béninois votent pour lui. C'est l'idéal. Vous avez dit souhaiter. Et c'est l'idée. On va laisser M. Soudé aller jusqu'au bout de ses opinions. Si cela n'avait pas, vous aurez l'occasion de revenir là-dessus, madame. Le chef de l'État, parce que, écoutez, qu'on ne se trompe pas. Je mets quiconque au défi de me dire qu'on vote au Bénin à partir du projet de société. Même ceux qui sont autour du chef de l'État, il y a des gens qui n'ont pas lu le projet de société. Je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu, donc on joue sur les émotions et les sentiments. J'ai eu la chance, depuis qu'on a commencé, après 90, les élections, j'ai eu la chance de passer sur plusieurs plateaux pour faire la nuit électorale. Les gens ne votent pas à partir du projet de société. Même les agents permanents de l'État qui vont voter, d'autres vont voter sous contrainte. Disons les choses clairement, hein. Il faut que j'aille voter, sinon je pourrais perdre ma place, je pourrais... En réalité, c'est ça. Le vote, il est spontané, il est libre, nul. Vous allez voir. Si vous avez la possibilité de passer, si vous avez la possibilité, madame, de passer dans certaines sociétés demain, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je sais de quoi je parle. Les gens vont dire, vous regardez vos doigts. Vous pensez que les gens sont allés voter parce qu'ils ont envie de voter, mais c'est pour éviter des représailles. Je sais de quoi je parle. Dans certaines sociétés privées où l'homme, il est politique, il vous paye son salaire et qu'il vous a dit demain d'aller voter, et que vous venez le lendemain, vous ne votez pas, ça va se ressentir. Donc c'est ça la réalité. Les gens ne sont pas allés voter. La majorité ne vote pas parce qu'on a envie de voter, mais d'autres votent sous contrainte. Moi, je me suis levé à 7 h. D'accord. Moi, je votais à papa, mais je suis d'abord venu en ville, parce que je viens à l'église en ville. Je suis parti dans un certain nombre de bureaux de vote. Après le culte, je suis passé encore avant d'aller voter. Mais ailleurs, les membres des bureaux de vote s'ennuyaient.
Parce Ça, c'est votre constat de ce matin? Oui, à côté ici, où je suis sorti de l'église, il y a des bureaux de vote à côté. Je me suis dit, bon, après le culte, il n'y avait pas eu l'affluence. Quelqu'un a parlé de désamour. Ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi les gens ne veulent plus voter? Au-delà des menaces, mais il y a des gens, vous allez voir des intellectuels, vous allez voir des religieux qui interdisent à leurs fidèles d'aller voter. Vous allez voir des intellectuels qui disent à leurs enfants, n'allez pas voter. Parce qu'il estime qu'il n'y trouve pas son compte. Il estime que j'aille voter ou que je vote ou que je ne vote pas, celui qui est là sera élu. Donc, par endroit, les gens sont sortis ailleurs, les membres des bureaux de vote s'ennuyaient. Parce que certains ont estimé que leur candidat n'est pas en liste. Et que quand mon candidat n'est pas en liste, je ne dois pas aller voter. Moi, je dis que le vote, qui dit devoir, dit obligation. On ne te dit pas d'aller cacheter le duo talon, le duo Kowi, mais tu dois aller voter. On enseigne ça aux enfants à l'école. Oui. C'est un devoir. Moi, je suis par ailleurs enseignant, j'ai dit vous devez aller. On ne vous oblige pas à voter pour un candidat, mais c'est votre droit. Vous devez aller choisir, parce que si vous n'allez pas choisir, c'est qu'on va choisir à votre place et vous allez subir. Donc, on doit pouvoir démontrer aux Béninois que le vote doit être une obligation. C'est une obligation. Obligation. Moi, tous mes amis, j'ai dit, vous devez aller voter. Parce que si vous avez des enfants à bas âge et vous, le père, vous n'allez pas voter, demain, ne demandez pas à votre enfant d'aller voter. Il ne votera pas. Et comme ça, si on ne sensibilise pas les citoyens, d'ici à là, les enfants ne vont pas voter. Moi, je suis allé voter, mes filles m'ont dit, je vais voter, je suis allé voter. Moi, j'ai voté parce que je suis citoyen. Et je ne peux pas aller dire à mes apprenants qu'il y a eu vote hier, je n'ai pas voté. Ça veut dire qu'on a la latitude de ne pas voter. On a la latitude de ne plus s'intéresser. Parce que si ça se passe comme ça, les intellectuels qui devraient sensibiliser, s'ils disent, non, nous ne sommes pas obligés. Moi, je crois que désormais, il faut amener les gens à prendre le vote comme une obligation. Justement, Madame Badarou, ailleurs, on sanctionne. C'est pourquoi j'ai dit que dans certaines structures, moi j'ai vu des gens prendre la photo de leur pouce, envoyer à qui de droit. J'ai vu ça. Parce qu'on a dit, je veux voir, tu travailles chez moi, je te paye. Donc je te dis, parce que moi je fais de la politique, et je fais mes affaires, et c'est avec ça que je te paye, tu dois voter. Donc les gens l'ont fait tranquillement. Et justement, est-ce qu'on ne va pas en venir finalement là, imposer le vote à tous les citoyens, peut-être pour adhérer tout le peuple béninois, Madame Badarou? Je partage cet avis parce que sinon, on sera toujours dans cette erreur à faire croire qu'il y a des députés qui ne sont pas légitimes ou bien un chef d'État n'est pas légitime, alors qu'il est très bien légitime. Les populations adhèrent. Moi, j'ai même peut-être pensé qu'il faudrait qu'on aille les chercher chez eux, aller les faire voter avec des appareils électroniques, peut-être avec le numérique, on va gagner, je ne sais pas, une innovation. Parce que vous vous rendez compte que les gens, ils te disent, tu les vois, disent, oui, bien sûr, c'est lui, on est d'accord, on est avec lui, on a vu ce qu'il a fait, c'est bon. Mais vous ne sortez pas pour aller voter. Ils attendent que vous leur donnez quelque chose. Maintenant, au niveau des cadres, c'est encore pire. Eux, parce que ce n'est pas une obligation, parce que personne ne va contrôler, ils s'en fichent royalement. Ils n'y vont pas. C'est ce qu'on dit là, c'est sérieux. Hein. Si vous allez faire les enquêtes, il a été dans mon sens aussi. À savoir que c'est ceux qui sont vraiment, qui connaissent les textes de loi, qui devaient être des modèles devant, qui ne le font même pas. Et c'est des pauvres femmes, nos populations, même la jeunesse. Les jeunes aussi ne vont pas voter. Aller faire les statistiques, aller chercher. Parce qu'ils ne veulent pas aller faire la queue, aller attendre pour faire le vote. C'est des femmes, des bonnes femmes là. Si vous faites les statistiques, vous allez voir que ce sont les bonnes femmes qui sortent le plus. Et des vieilles personnes en plus. C'est terrible. Hein? Moi, je regarde, je fais les statistiques, je dis, mais ça m'effraie. Et donc, ça veut dire qu'il faut regarder profondément encore, les législateurs doivent encore regarder de façon profonde ce qui se passe au Bénin. On a un problème de maturité politique et on a pris la démocratie. Démocratie, pour nous, c'est juste parler, inciter les autorités, j'ai le droit de parler. Ils ne savent pas que la démocratie, c'est plus profond. Et que c'est un engagement. Et que si on vous confère un droit, ça veut dire que vous avez un devoir derrière. Et donc, ça veut dire qu'il faut mettre la contrainte devant ce droit. En venir à un vote numérique, peut-être, monsieur Non, je voudrais d'abord questionner. Je suis d'accord en partie avec ce que monsieur Soudé a dit, avec ce que madame Badarou a dit, mais je voudrais questionner les mécanismes réels de contrainte. Comment est-ce qu'on peut contraindre le citoyen à aller voter? Il a le droit, il le sait, il a le droit de voter. Mais comment est-ce que l'État peut le contraindre à aller voter? Et derrière ça, il y a l'élément d'éducation civique. C'est ça. Il y a l'élément d'éducation civique. Nous ne sommes pas dans les États européens, occidentaux,
où c'est systématique, on vous éduque à aller voter. C'est devenu naturel que d'aller voter. Mais chez nous, ce n'est pas encore le cas. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de patriotisme? Nous avons une population à 80% analphabète. Quel est le rôle que nos partis politiques jouent en matière d'éducation civique? Posons-nous les bonnes questions. Quel est le rôle? Qu'est-ce que nos partis politiques font en matière d'éducation civique? Madame Badawi a dit quelque chose d'essentiel tout à l'heure. Vous prenez de 1991 jusqu'à 2016. Les bidons d'huile ont circulé, les sacs de riz ont circulé, l'argent a circulé, les habits ont circulé, les gardiens ont circulé. Les gens ne sont pas allés voter parce qu'ils avaient forcément envie d'aller voter. Ils sont allés voter parce qu'ils ont reçu quelque chose de quelqu'un et donc par reconnaissance, ils vont voter. Mais malgré ça, vous prenez le taux de participation en 91, quand on a élu le président Soglo, c'était à 65%. 96 avec le président Kérékou, 77%. En 2001, 55%. Yahi Boni en 2006, c'était autour de 77%. En 2011, c'était autour de 85%. Le président Talon, c'était autour de 65%. Vous-même, vous voyez que le taux a oscillé dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, le taux de participation n'a pas une importance significative dans la légitimité d'un chef d'État. Non, il faut qu'on dise les choses clairement. Mais avec nos précédents, en fait, c'est ma question, avec nos précédents. Par exemple, législative 27%, communal 49%, surtout par rapport aux législatives. Avec nos précédents, est-ce que ça ne pose pas un problème? Et aussi, justement, ce contexte-là, de la psychose qui a prévalu avant ce scrutin. Voilà, et il faut faire l'historique de ce contexte-là. La réforme du système partisan, à laquelle du moins tout le monde n'a pas adhéré. D'accord? Et les partis politiques qui n'ont pas adhéré ont leurs militants qui ont reçu l'ordre de ne pas aller voter. Donc il y a eu un appel au boycott pour les élections législatives. Monsieur le maître Mingan a dit tout à l'heure qu'au communal 2020, ça a quand même accru. De 27%, on est allé à 49%. D'accord? Et monsieur Soudi a dit tout à l'heure que le chef de l'État a voulu que le taux de participation actuel soit plus fort parce qu'il veut montrer à la face du monde que le peuple béninois a adhéré à son programme d'action et à ce qu'il fait. N'oubliez pas que quand on l'a appelé à bon nom, en 2016, il a dit non, ne m'appelez pas à bon nom maintenant. C'est quand je voudrais partir que vous saurez si je suis à bon nom ou pas. Ça veut dire quoi? Qu'il a besoin de l'adhésion. Le professeur Dodi en a parlé. Il a parlé de l'adhésion citoyenne. C'est en fait de ça que le président Talon parle. Mais cette adhésion citoyenne-là, elle est volontaire. Elle n'est pas obligatoire. D'accord? Et donc je dis, quels sont les mécanismes que nous allons mettre en place pour contraindre les gens à aller au vote? C'est là ma question. Oui, Madame Badawi, vous voulez... Oui, je voulais attirer l'attention sur le fait que c'est vrai que le chef de l'État réclame l'adhésion massive de la population. Et dans cette réclamation, il précise, il ne faut pas croire que c'est pour lui seulement, pour sa personne. Parce qu'il nous demande en même temps d'aller faire un travail, parce qu'il a dit que d'habitude, nous avons l'habitude d'appeler les populations. Que cette fois-ci, il faut qu'on aille vers elles pour leur expliquer. Parce que ce que le chef d'État est en train de faire, parce que les réformes qu'il a mis en place, c'est déjà au niveau des partis politiques. Il faut que ces réformes aussi prennent aussi au niveau des populations. Vous savez qu'avant, il y avait des groupes de femmes qui monnayaient leurs applaudissements. C'est-à-dire, tu veux les femmes aux antennes. Voilà, tu veux faire du meeting, tu as jusqu'à sortir de l'argent, et puis il y a des intermédiaires, l'autre prend 5 000, l'autre prend 2 000, ainsi de suite pour aller donner. Donc, tout ça là, on est en train de tuer ça aussi dans la réforme du système partisan. Et on demande aux femmes de rentrer dans les partis politiques. Nous, par exemple, au Bloc républicain, nous avons créé l'organisation de masse, l'organisation des femmes. Au niveau des jeunes aussi, nous avons créé des organisations. On leur dit rentrer dans les rangs. Désormais, la politique se fera autrement. C'est pas seulement la discipline au niveau des partis politiques, il y a aussi la discipline au niveau des populations. Parce que ce que vous faites, vous amenez les gens à aller voler, acheter votre voix. On ne veut plus faire ça. Donc, le chef d'État, en demandant aux gens de sortir massivement, c'est pour qu'ils comprennent l'enjeu, en fait. Parce qu'on a des populations qui ne comprennent pas ce qui se passe. C'est le cas même de ceux qu'on utilise, ceux qu'on manipule, qu'on manipule à ça et autres. Je suis sûr que si les élus ou les dirigeants ou les leaders de ces zones-là prennent le temps de s'asseoir avec ces jeunes et de leur expliquer
l'enjeu, je crois que c'est des êtres humains, le peuple béninois un peu particulier, pacifique, ils vont comprendre. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire le travail qu'il faut et ceux qui ont pu les manipuler avec des petits sous ont réussi à les faire sortir. Mais si entre-temps, il y avait eu un travail de fond et qu'on avait pu avoir de l'avance qu'on leur avait parlé, je vous jure, même si on leur donne de l'argent, ils ne vont pas sortir pour aller brûler, faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a aussi l'ignorance qui est dedans. Parce qu'on n'a pas dit, l'enjeu, on ne leur a pas dit comment ils doivent s'impliquer dans le développement de leur pays. Et c'est cet enseignement que le chef d'État est en train de faire. Parce que quand vous regardez, quand il parle de l'adhésion massive, ce n'est pas pour lui. Il dit même votre voisin, même s'il n'est pas pour nous, il n'est pas de notre côté. Même si vous savez qu'il va voter pour l'opposition, prenez-le, aidez-le, sortez, allez le faire. Non, c'est un autre message, ce n'est pas que seulement pour lui. Évidemment, si nous sortons beaucoup et que nous lui donnons de l'adhésion, ça lui donnera aussi plus de poids et de l'énergie à savoir que, le peuple croit en moi, le peuple me donne plus de responsabilités dont je vais m'y mettre. Ça va lui donner de l'engouement, ça c'est clair. Mais en même temps, il est en train de faire un travail pédagogique, il veut que la population commence par comprendre qu'elle a un devoir. Le choix de son développement, c'est dans sa main. Et ce travail, nous devons continuer de le faire. Monsieur Soudé, est-ce que l'enjeu aussi, c'est pas l'aboutissement de ces réformes que nous essayons d'accompagner depuis 2016? L'élection de 2021, eh bien, ce sera la fin de cette peut-être première partie des réformes. On ne sait pas encore qui sortira vainqueur de ce scrutin. Non, moi, je dis et je répète que le chef de l'État a besoin de l'adhésion massive. Monsieur Soudé, pourquoi attendre que le chef de l'État a parlé de cas d'étudiants et aussitôt le ministre de l'Intérieur a abrogé l'adhésion qui a été prise en février 2020 ou ajoutée. Donc je dis, vous savez, il y a un problème. Si vous êtes quelque part, vous êtes 10 et qu'on a voulu vous choisir, et que il y a 4 qui vous ont choisi, d'autres ont dit non, ça pose un problème. Et je suis d'accord avec le professeur Amouzouvou qui dit ça dénote d'un certain malaise. Et que celui qui gagne doit pouvoir comprendre pourquoi la majorité de ses compatriotes ne sont pas sortis pour voter. Et je dis, le maître Miga a agi comme les hommes politiques du Bénin. Parce que je n'ai pas aimé son intervention. Monsieur Soudé, quand vous démontrez aux gens là, c'est juste un élément qui nous introduit dans nos débats de ce soir. Maître Miga n'est pas comme moi. C'est une personnalité. Et il est un homme politique. Quand vous démontrez aux populations que s'ils ne sont pas obligés d'aller voter, ça pose un problème d'éducation. C'est les hommes politiques. Non, mais ils se font sur le texte. Justement, c'est un juriste. Non, je suis d'accord au-delà du droit. C'est un juriste. Il parle du droit, de la loi. Je suis d'accord de Maître Miga, c'est un homme de droit. Oui. Mais par ailleurs, il est homme politique. Mais là, il a parlé en tant qu'homme de droit. Puisqu'on l'a présenté comme un avocat. Vous savez, le problème, c'est quoi? Quand vous avez une cassette politique, il faut participer à l'éducation de la société. Parce que celui qui écoute Maître Miga ne pourra pas faire la différence entre Miga, homme politique, et Miga, avocat. Je dis, nous, il faut qu'on fasse quand même. Nous, on l'a pris. Si nous ne faisons pas, si nous ne faisons pas de l'éducation, si nous ne faisons pas de l'éducation, si nous ne montrons pas aux gens que leur voix compte dans le processus du développement, personne ne s'y intéressera. C'est clair. Mais il faut s'en prendre à la loi, justement, monsieur Soudé. Les lois, je dis, c'est pas Maître Miga qui invente quelque chose. J'ai dit sur un autre plateau, la réforme du système particulier, d'accord. Mais il y a des choses à corriger dans cette réforme-là. Parce que je dis au-delà, je me suis adressé au député pour dire, au lendemain de la présidentielle. Parce que, vous voyez, c'est vrai que certains intellectuels disent, moi, mon candidat n'a pas été retenu. Par conséquent, je ne vais pas voter, ma famille ne va pas voter. Donc, il oblige sa famille à le suivre dans ses choix. Ce qui n'est pas normal. Donc, je dis, il y a un travail à faire. C'est de montrer aux gens, au-delà de leur conviction politique, au-delà de leur ressenti, au-delà de leur ressentiment, que sortir pour aller voter, c'est d'abord un devoir. C'est un droit civique. Dans d'autres pays, on vous oblige. Parce que il ne faut pas toujours jouer à l'indifférence dans une société. Vous ne pouvez pas. Parce que ne pas aller voter parce que Tonton Pion n'est pas mon candidat, on ne vous oblige pas à aller mettre votre cachet sur le logo de Tonton Pion. Oui, justement. Mais vous pouvez aller cacheter les C'est en ce moment-là qu'il faut sortir d'ailleurs. C'est ce que je dis. Il faut qu'on apprenne aux citoyens. Moi, je dis, je suis contre tous ceux qui estiment qu'on ne doit pas aller voter. Donc vous êtes contre la loi alors aussi? Non, je suis contre tout ce qui décourage les gens pour dire on ne va pas voter. Ça, d'accord. Il faut qu'on sensibilise. Parce que le problème c'est quoi? Nous sommes en train de partir.
il y a la génération montante. Si on n'apprend pas aux adolescents, aux jeunes que il faut voter, ça va poser problème. Parce que quand on fait la campagne, tous ceux qui sortent, ne sont pas, il y a des curieux, il y a des gens qui viennent voir. Donc il faut que, à partir de l'élection, parce que moi j'ai dit que le chef de l'État avait déjà gagné. Pour ceux qui me suivent, j'ai déjà dit ça depuis. Non, mais on va attendre. On va attendre. Madame, vous ne pouvez pas rester madame, sur ce plateau et inventer. Moi, je n'invente pas. Vous savez. On va attendre le résultat au provisoire de la Sénat pour pouvoir s'aventurer. Je ne donne pas des terrain. chiffres, mais je dis, moi je suis analyste politique et j'ai observé. J'ai déjà dit depuis le mois d'août, si vous m'avez suivi, que ça allait arriver comme ça. Parce que quand on ne fait pas, il faut faire de la politique par conviction. On ne se lève pas. Je suppose que M. Gbinaou s'est levé à 4 h du matin pour s'échauffer. Et moi, je me réveille à 20 h. Et je pense que j'aurai le même degré de tonus pour le combattre. Non, il faut que désormais, qu'on appelle aux Béninois, que nous devons faire, 1, la politique par conviction. 2, tout en faisant la politique, nous devons éduquer les masses. Parce que si on avait suffisamment éduqué les masses, ce que nous avons eu là, moi j'ai vu des chefs quartiers qui ont dû envoyer les gens dans les maisons pour demander aux populations de sortir pour aller voter, que c'est 2 fois. Donc il faudrait que désormais, madame est membre d'un parti politique, il faut que désormais, qu'on n'attende plus la veille d'une élection pour faire ce travail. Il faut qu'on a fini 2021. Donc 2023, ça arrive. Il faut que dès l'installation du nouveau président, que les partis politiques commencent déjà par dire, élection, mimaton, et comme mimaba. En fait, si vous ne sortez pas pour aller exprimer votre vote, on va vous donner un chat, on va vous donner un chien pour vous dire. Donc, il faut apprendre aux gens l'importance et la nécessité du vote. Parce que c'est important. Moi, je dis, c'est vrai que dans les textes de la République, il n'est dit nulle part le taux de participation à partir duquel il faut valider une élection. Mais on a besoin que tout le monde se sente concerné. Parce que si on veut faire le développement, même les femmes, même les analphabètes, le plus petit garçon au village, on a besoin de sa participation, de son adhésion, parce que ce sont des vecteurs. Si je suis convaincu, je vais convaincre M. Gbinaou, ainsi de suite, nous allons convaincre. Donc il faut amener les gens. Les hommes ont dit, c'est pas parce que je n'aime pas Tantampion que je ne vais pas voter. Le vote n'est lié à aucune personnalité, mais ça fait partie de vos droits de citoyen. Oui. Vous avez préféré revenir sur le taux de participation. Je ne vous en voudrais pas, même si vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Oui, je vais vous la reposer tout à l'heure. Madame Badarou, je vous ai vu noter. Oui, il y a eu, quand il parlait de l'appel du chef de l'État pour dire que le chef de l'État a besoin que les gens sortent massivement. Le chef de l'État est en train de faire un travail pour l'avenir. Parce qu'en fait, comme il a dit, lui-même l'a dit qu'il peut sortir, qu'il sera élu. Mais pourquoi il demande que tout le monde participe? Vous savez que nos populations étaient très contentes, nos militants étaient très contents quand le chef de l'État leur dit, même sans votre LEPI, vous pouvez aller voter, avec votre carte d'identité, vous pouvez aller voter, et que les jeunes, et elles étaient tellement contentes. Et après, on leur a dit, attention, vous devez être sur les listes électorales. Il y en avait qui étaient choqués. Parce que vous vous rendez compte que le système était lourd avant. Pour aller sur les listes, quand on a amené les trucs de l'EPI, il y avait des gens qui allaient, ils ne voyaient pas leur nom, ils devaient passer 4 heures ou 5 heures toute la journée pour qu'on les enrôle. Et il y a eu des problèmes au niveau de l'enrôlement. Donc, il y avait des populations qui étaient disponibles, qui voulaient bien être sur la liste, qui n'ont pas pu être retenus sur les listes et qui sont partis plusieurs fois. Moi, j'ai des gens qui sont allés plusieurs fois qui n'ont pas pu se faire enrôler. Donc, tout ce système-là, qui était lourd, qui n'était pas facile. On n'a pas facilité la tâche à nos militants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont contents du résultat du chef de l'État, qui veulent aller voter quand ils ont entendu qu'on peut y aller, mais qui se sont freinés parce que leurs noms ne sont pas sur les listes électorales. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut que vraiment le législateur il regarde. Notre liste électorale, les gens qui sont inscrits, comment on les inscrit facilement après? Quand les gens vont s'inscrire facilement, qui n'auraient pas eu de problème avec la LEPI, et puis encore l'autre chose aussi aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai dû tourner plusieurs fois dans le même centre avant de trouver mon nom. Vous vous rendez compte? Et j'ai dû assister des dames qui, leur bureau de vote était là, mais qu'on leur disait va là-bas, reviens, parce que ceux qui ont affiché les listes n'ont pas respecté l'ordre alphabétique à un moment donné. Donc il y a eu tous ces erreurs qui découragent les militants, qui découragent ceux qui veulent aller voter. Donc c'est un certain nombre de choses qu'il faut qu'on s'asseye vraiment. Si on arrive à enlever tout ça, je crois que les prochains jours, le taux de participation, même si on n'oblige pas les gens, le taux de participation serait intéressant. Il s'agit de faciliter l'accès à la liste électorale à toutes les populations.
De ne plus aller leur demander de rester sous le soleil pendant des journées, ou bien qu'on dise que la tablette est désactivée, c'est pas chargé. On a eu tellement de problèmes. Vous vous rappelez, il y a 10 ans du temps de Yahi pour faire le truc de cette lépi-là. Donc je crois que je compte sur vraiment le savoir-faire, le leadership du chef de l'État et tous les législateurs pour réfléchir, pour nous faciliter la tâche, afin que toutes les populations qui veulent aller voter, qu'on puisse leur permettre d'avoir accès directement. Pour moi, c'est tout bête. Parfois, je me dis dans la tête, pourquoi même on devait me faire une liste électorale? Je suis en âge de voter 18 ans, ben je vais voter dans mon arrondissement, je vais voter dans ma circonscription, point barre. Ce serait plus facile parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent voter. Voilà, ils veulent voter, mais ils n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Donc, il y a tous ces paramètres qui sont qu'il faut prendre en compte. Et cette difficulté, franchement, je ne veux pas dire que le Béninois n'est pas patriote, il est bien patriote. Il y a eu des gens qui ont eu des difficultés et qu'on ne prend pas en compte. Il faut vraiment qu'on regarde ça. Et je crois qu'avec le temps, les choses vont s'améliorer. Monsieur Benaou, ma question que je posais tout à l'heure à Monsieur Soudé, c'est l'enjeu de l'issue de ce scrutin. Est-ce que c'est pas aussi pour valider ces réformes-là auxquelles nous assistons depuis quelques années, si on n'a pas un taux de participation assez considérable? Oui, quand on prend des tests, il faut les confronter au réel. Le réel, c'est les mettre en application. Et ces tests-là dont nous sommes dotés depuis 2018, on est en train de les éprouver depuis 2019. Et là, on est à la 3e épreuve, la présidentielle. Et là, maintenant, comme le professeur Dodi l'a dit, on doit pouvoir, après cette présidentielle-là, s'asseoir pour faire un bilan partiel de ce qu'on a comme élément positif et de ce qu'on a comme élément négatif qu'on pourrait réajuster sans toucher, comme le disait sur votre plateau tout à l'heure, Agapit Mafolikan, à l'architecture même de ces tests-là. Mais au-delà de ça, Mme Badarou a dit tout à l'heure que le chef de l'État, dans sa campagne, faisait plutôt une invite à l'éducation de la masse. Mais depuis quand est-ce qu'on a fait ces réformes-là? C'est seulement 2018, ça fait combien d'années? Et on est en train d'éprouver durement cette réforme-là. Et donc, c'est maintenant que l'éducation de la masse va commencer. Et donc, on ne peut pas avoir l'effet de cette éducation-là à cette élection-là. C'est là où j'ai envie de dire, M. Soudé a raison qu'il faut éduquer la masse. Mais c'est à partir de maintenant qu'il faut l'éduquer. Parce que jusque-là, nous n'avons pas fait de la participation une obligation. Voilà. Et j'ai dit que nos partis politiques jusque-là n'ont pas joué leur rôle d'éducateurs civiques pour que la grande masse, au-delà des pourboires qu'on leur donne, au-delà de l'achat de conscience, au-delà de la période morte des campagnes qu'on appelle le porte-à-porte, au cours de laquelle beaucoup de choses circulent, on n'a pas véritablement éduqué nos populations de façon civique à ce qu'ils prennent le vote comme vraiment un devoir spontané qu'ils doivent accomplir. Mais au-delà de ça, aujourd'hui par exemple, il a été interdit aux vendeurs d'essence dans la commune d'Aboumey-Calavi d'exposer leurs produits, de peur que les gens ne viennent récupérer des flacons d'essence pour brûler des choses. J'étais là quand ils interpellaient un garçon qui vendait de l'essence. Il a dit, mais la seule chose que je demande, c'est trouver de l'argent et manger. La seule chose que je demande, c'est trouver de l'argent, manger, nourrir ma famille. Ça veut dire quoi? Au-delà même de ce dont nous parlons, est-ce que c'est le taux de participation qui est important ou ce que celui qui va venir apportera à la nation? Quelle réponse il donnera aux besoins légitimes des populations béninoises? Qu'il ait été élu avec 10% ou avec 80%, ce qui m'importe moi en tant que sociologue, c'est quelle réponse il amène aux besoins, il apporte aux besoins légitimes des populations. Est-ce que les populations sous son régime sont satisfaits, ont vu leur situation s'améliorer plus ou moins par rapport aux conditions dans lesquelles ils étaient avant qu'ils ne viennent? C'est ça qui m'importe. Qu'est-ce que par exemple, celui qui va venir, je ne sais pas qui va venir, est-ce que c'est le président Talon, je ne sais pas, est-ce que c'est le duo Soumanou, je ne sais pas, est-ce que c'est le duo Kokwe, Agossa, je ne sais pas, mais celui qui va venir là, par exemple, moi je suis du monde universitaire, quels sont les éléments essentiels qu'il propose à ce monde universitaire là pour améliorer les conditions des acteurs universitaires? Là par exemple, nous avons un ratio professeur-élève qui est en déphasage total avec les normes. Qu'est-ce qu'on est en train de proposer pour recruter?
On a dit par exemple qu'il faut recruter, le président Yahya Boni a fait l'effort de recruter au moins 100 par an. Mais jusque-là, on n'a pas encore ce qu'il faut pour vraiment mettre les enfants dans les conditions de travail, les amphithéâtres, les éléments, le matériel didactique, tout ça. Est-ce que celui-là sera en mesure de répondre à ces besoins? C'est ça qui m'importe. Et quand je prends le Béninois lambda, il doit se loger, il doit manger, il doit se vêtir, il doit se soigner, il doit se déplacer. Il y a les besoins fondamentaux. Comment est-ce qu'on assume ces besoins-là? Comment est-ce qu'on lui donne la possibilité de prendre en charge ses besoins et de le prendre en charge par rapport à sa progéniture aussi? Donc, c'est ça qui est important. Au-delà des chiffres que nous manipulons, tout le monde sait comment on manipule les chiffres. Pardon. Il ne faut pas qu'on rentre, on ne va pas ouvrir cette brèche-là pour dire tel chiffre est faux, tel chiffre est vrai. Non, on ne va pas rentrer dedans. Mais nous devons nous poser les bonnes questions pour dire au-delà du chiffre que nous aurons sorti de ces unes en tant que taux de participation. Ce qui est important, c'est de se demander en 2026, est-ce que le président que nous avons élu a corrigé quelque chose dans notre quotidien? C'est le plus important pour le Béninois. Madame Badarou, vous êtes membre d'un parti politique. Monsieur Benaou le disait. Est-ce que les partis politiques aussi n'ont pas manqué à cette mission-là d'éducation civique des populations? Non, nous avons déjà fait le bilan ensemble. On a dit que pendant plus de 30 ans, les habitudes étaient différentes. Là, on est à la réforme. comme il a dit, on vient de commencer là. Effectivement, au niveau du bloc républicain, vous savez, nous, je voudrais de vous dire que nous avons des organisations de masse au niveau des jeunes et des femmes. Et nous avons beaucoup de thématiques dont les objectifs sont clairs. C'est être auprès de nos femmes au quotidien. Nous n'attendons plus la veille des élections pour être auprès de nos militants. Leur autonomie, l'autonomisation des femmes, le bien-être en matière de santé publique, plein de choses. L'éducation civique, c'est d'ailleurs la première chose, c'est dans nos statuts au niveau du bloc républicain. Et c'est pareil au niveau de la jeunesse. L'éducation civique, c'est ça même. Il y a des écoles, des partis politiques aujourd'hui. Vous l'avez constaté avec beaucoup d'autres partis politiques déjà depuis la réforme. Donc c'est pour dire que ça, c'est déjà pris en compte. Je crois que la réforme, elle vient de commencer. Le temps nous permettra d'apprécier, de faire le bilan. Mais on ne vous voit que quand il y a des enjeux, des échéances, la volonté spontanée peut-être d'aller vers les citoyens, de leur expliquer peut-être la politique, tout ce qui va concourir, aller dans le sens non, c'est peut-être vous ne geste pas patriote. encore, mais on n'a pas plein de programmes avec nos populations. Il y a des choses qui se font. C'est peut-être parce qu'on ne communique pas assez autour. Mais je crois que les prochains jours vous permettront d'apprécier ce que font les partis politiques. Et de plus en plus, on a des universités de vacances, on fait des bilans de nos élections, on apprécie. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est en train de faire un grand travail, à savoir déjà au niveau des femmes, je vous l'ai dit, les groupements de femmes qui sont là pour applaudir. On a commencé par leur dire de rentrer dans les rangs, de prendre part à l'activité politique, surtout que c'est l'ère des femmes. Maintenant, on a la chance d'avoir un chef de l'État qui fait la promotion des femmes. Et donc, on a commencé par leur montrer que qu'on soit lettré ou illettré, vous avez un devoir, une responsabilité. Donc, on est en train de faire un travail. Et comme l'a dit le professeur, d'ici quelques années, on va commencer par remarquer le changement. C'est vrai que quand tout changement a une résistance, on est en train d'assister à la résistance, on est en train d'assister à de petits chantages parce qu'on a des groupes de femmes qui nous disent carrément que vous ne faites pas de porte-à-porte, on ne va pas sortir. Moi, j'ai des groupements de femmes qui me disent ça. Et donc, tu parles, quand tu finis de parler, il va dire oui, tu parles, est-ce que toi-même là, tu as dit quelque chose, c'est ce qu'on te dit. Donc, la mentalité est toujours de qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous avez, ou bien c'est vous qui avez tout et vous ne leur donnez pas. Donc, on est en train de faire ce travail, on leur écrit, on leur parle, et je crois que le temps va nous permettre, avec la réussite de ces réformes, le temps nous permettra d'avoir de bons résultats. Le scrutin du 11 avril 2021, l'aboutissement des réformes. Oui, vous savez, les réformes en 2018, en 2019, 2020, et les partis politiques ont porté des griefs contre ces réformes-là. Je dis, au lendemain de la présidentielle, le législateur doit pouvoir s'asseoir pour dire nous avons éprouvé les tests en 2019, en 2020 et en 2021. Parce qu'en 2023, on va reprendre encore les élections législatives, alors que celles de 2019 avaient posé problème. Ce qui a fait qu'un certain nombre de partis n'ont pas pu participer. Donc il va falloir qu'on s'asseye, qu'on fasse le point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et je dis, le taux de participation, c'est quoi? Certains vous diront, de 2016 à 2021, avec le régime de la République, je n'ai rien eu. J'ai perdu mon boulot. Les gens vous le diront. Mes amis de Soleil FM vous diront qu'ils ont perdu leur boulot, par exemple. Donc, ils ne trouvent pas l'importance d'aller voter. L'opérateur économique vous dira, de 2016 à 2021, je n'ai eu aucun marché. Pourtant, je paye ce qu'il faut payer. Je n'ai rien eu.
Le paysan m'a dit, j'ai pas vendu. Donc, ceux qui ne sont Mais pas... est-ce qu'il faut forcément Non. monnayer Je vous ai dit ici tout à l'heure que les gens, ceux qui n'ont pas trouvé leur compte au cours du premier mandat, ne trouvent pas l'importance de sortir pour aller voter. Les achats permanents qui, en 5 ans, n'ont pas eu augmentation des revenus, n'ont pas eu d'autres avantages, ont estimé qu'en 5 ans, ça n'a pas évolué. Pourquoi je vais voter si l'intéressé vient encore pour faire un mandat de 5 ans? Ce n'est pas évident que je trouve quelque chose. Et je suis d'accord avec vous pour dire, il faut qu'on corrige ce qui n'a pas... De 2016 à 2021, il y a eu des choses qu'il faut corriger de 2021 à 2026, pour qu'en 2026, ceux qui n'avaient pas été satisfaits au cours du premier mandat disent, au moins, moi j'ai fini mes études depuis 2019, je n'ai pas trouvé de boulot. Probablement, si le président revenait, peut-être au cours de son second mandat, je vais pouvoir trouver, qu'on appelle, du boulot. Les villages qui n'ont pas de centre de santé vont dire, peut-être au cours du second mandat, nous aurons notre marché, nous aurons notre centre de santé, nous aurons nos écoles. Donc, il y a des attentes non satisfaites. Il y a de nouvelles attentes qui s'ajoutent aux anciennes. Donc, il va falloir que, si le chef de l'État était réélu, puisque vous me dites de ne pas parler, absolument, si le chef de l'État était réélu, qu'il prenne, comme l'a dit le président Amouzouvi, qu'est-ce qui a fait que les gens ne sont pas sortis? Quels sont les problèmes auxquels les populations sont confrontées? Et il va falloir, même si on ne peut pas tout résoudre, il faut qu'il y ait un début de résolution. Parce que quand je suis avec vous, nous sommes amis, et que dans notre relation, je ne trouve pas mon compte, ne me dites pas de continuer à être votre ami. Si vous avez une femme à qui vous n'achetez jamais de tissu, vous n'arrivez pas à satisfaire ses besoins, ne lui demandez pas de rester tout le temps avec vous. Si elle se lève, elle prend sa bagarre avec ses enfants, elle s'en va, parce que vous n'avez pas comblé ses attentes. Donc je crois que les erreurs qui ont été commises au cours du premier mandat, s'il y avait un second mandat, que l'on fasse l'effort. Oh, ce qui est, si on ne peut pas satisfaire tout le monde à 100%. Et dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Mais on peut satisfaire la majorité. Vous voyez, la plupart des jeunes qui sont sortis pour faire des casses au-delà de la manipulation, c'est qu'il y a certains certainement qui ont des griefs. Hein? Celui qui a perdu son emploi, donc chacun à son niveau. Quand vous prenez tout cela au-delà de la manipulation de nos parts, chacun va vous dire, moi j'ai contre, pas forcément contre le président de la République, mais j'ai contre ce régime, parce que le président de la République ne peut pas être partout. Il a nommé des gens pour faire le travail. Donc les gens ont exprimé leur mécontentement. Quand votre enfant n'est pas d'accord avec vous, il vous boude. Quitte à vous de l'appeler pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Il va vous dire, papa, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Et papa prend l'engagement d'être désormais vigilant et de suivre. Donc je crois que on peut corriger cela si on arrive à satisfaire un tant soit peu les populations, parce que ça là aussi, ça participe de l'éducation. Quand vous éduquez les gens, ouais, le vendeur de sang vous a dit, il a besoin, c'est tellement que c'est avec la recette de la journée qu'il nourrit sa famille le soir. Et quand vous lui dites de ne pas vendre, il ne va pas comprendre, parce que lui, en tant que père de famille, s'il rentre et que l'enfant demande à manger, il ne peut pas dire, j'ai pas l'argent, parce que l'enfant n'a pas demandé à l'aide. Donc chacun à son niveau a besoin qu'on s'occupe un peu de lui. Et je voudrais que si le président était réélu, qu'on passe à s'occuper. Parce que les gens vous diront, il y a un petit groupe, c'est les Akowé qui mangent quoi. Nous qui sommes au village, il faut que nos mamans marchent sur des kilomètres avant d'aller accoucher. Donc je crois qu'il faut s'asseoir, il faut prendre en compte toutes les remarques, il faut apprendre toutes les revendications pour voir comment il faut les hiérarchiser. Parce qu'on ne peut pas dire, moi je ne peux pas dire, il faut que de 2025 à 2021 à 2026, on doit satisfaire tout le monde. Non. Mais il faut qu'on fasse un effort. Quand les gens sentent qu'il y a un début de résolution de leurs problèmes, ils adhèrent facilement. D'accord. Monsieur Benaou, finalement, le vote est-il une question d'intérêt? Vous qui êtes le sociologue. Non, le vote n'est pas une question d'intérêt. Encore que, j'ai déjà dit sur ce plateau, puisqu'on dit nous sommes en démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Mais j'ai déjà dit sur ce même plateau que le modèle démocratique que nous appliquons n'est pas le nôtre. C'est un modèle que nous avons copié sans la mettre en adéquation avec nos réalités. Et là aussi, il y a du travail à faire. Il faut forcément que ce modèle, nous l'adaptions à notre réalité béninoise. Si nous ne le faisons pas, il va toujours se poser un problème. Premier élément. Deuxième élément, votre question, est-ce que c'est fondamentalement un jeu d'intérêt? On n'a pas retrouvé, on n'a pas eu satisfaction. Oui, que vous le veuillez ou non, aucun régime depuis 91 n'a satisfait à 100% tout le monde.
Nous avons entendu ici, dans ce même pays, les gens dire au président Soglo, ce n'est pas les pavés que nous allons manger. Nous avons entendu des gens dire au président Mathieu Kérékou ici que malgré sa bonne volonté de laisser les gens prendre à volo ce qu'ils veulent, il y avait quand même eu des mécontents. Surtout dans le camp de la RB, dans le camp d'un certain nombre de partis qui n'étaient pas véritablement dans l'alliance au pouvoir, il y avait eu des mécontents. Quand il y a chaque régime, à l'avènement de chaque régime, il y a toujours des mécontents. Mais ce que M. Soudé dit est profond. Et il faut tenir compte de ça. Parce que, en fait, nous sommes rentrés depuis 2016 dans une ère de réforme sur pratiquement tous les plans. C'est ce que nous appelons vulgairement, que les populations appellent vulgairement serrer la ceinture. D'accord? Ça a été vécu difficilement. C'est vrai que quand on parle de perte d'emploi, il faut questionner les raisons pour lesquelles on a perdu l'emploi. Est-ce que c'est pas méchanceté? Est-ce qu'il y a une raison fondamentale qui justifie, objective, qui justifie ça? Moi, je n'ai pas fait ce diagnostic-là pour opiner dessus. Mais ce que je sais, c'est que des gens ont perdu leur emploi. Et quelqu'un qui perd son emploi. Prenez par exemple les enseignants qui ont refusé d'aller composer, qui, dans cette foulée-là, ont perdu les emplois. C'est des enfants qui sont derrière, sur lesquels on devait nourrir, dont on avait fondé l'alimentation sur les revenus que procurait l'emploi qu'on a perdu. Et donc, il y a eu forcément des mécontents. Et ces mécontents-là se sont ajoutés à ceux qui n'avaient pas de situation réelle, comme M. Soudé l'a dit. Maintenant, après ce mandat, maintenant qu'on a fini de mettre le terreau des réformes, maintenant qu'on a fini de baliser complètement le chemin, il faut qu'on rentre dans ce que nous appelons vulgairement le social. Il faut qu'on résolve les problèmes d'emploi, l'employabilité des jeunes. Il faut qu'on résolve les problèmes sanitaires, l'accessibilité aux soins, la prise en charge des personnes indigentes. Il faut qu'on résolve les problèmes d'AGR, activités génératrices de revenus des femmes, l'accessibilité au crédit, les crédits agricoles. Il faut qu'on donne la possibilité à chaque couche de pouvoir vraiment se sentir en mesure de régler par elle-même ces problèmes. Et ce n'est que l'État qui puisse mettre les mécanismes en place et les opérationnaliser. Donc le président Talon est attendu. S'il est réélu, il est attendu par rapport à ça. Et si ce n'est pas lui, si c'est Djemba et Rumpay, ils sont attendus surtout par rapport à ça. Parce que ceux qui sont déjà dans cette posture attentiste et qui ont déjà souffert dans leur peau ne vont pas attendre que les autres duos, si c'est éventuellement eux qui étaient relus, viennent faire la conférence nationale, réconcilier les Béninois avec eux-mêmes. Non, 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 les gens ne vont pas attendre ça. C'est pas l'urgence. Non, 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 les Béninois ont faim. Là, maintenant, les gens ont faim. Ils ont besoin de manger. Et les gens prennent de l'âge. Voilà. Et donc, les réformes ont permis de baliser. Le président Talon, je l'ai suivi quelque part, il a dit, ce que je fais aujourd'hui, vous gagnerez les fruits dans les années à venir. Et donc, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que déjà, on sente que les fruits commencent à pas tomber. C'est ça qui est le plus important. Madame Badaou. Donc, ce n'est pas forcément une question d'intérêt. Il y a des gens qui n'ont pas... C'est de bonne guerre d'ailleurs, hein? C'est de bonne guerre. C'est au niveau des hommes politiques qu'on a des conflits d'intérêts. Maintenant, au niveau des populations, on a des besoins non satisfaits, on a des attentes non satisfaites. Oui. Qu'il faut forcément que le pouvoir qui sera là rencontre et satisfasse. Des attentes qu'il urge de régler, Madame Badaou. Oui, je suis d'accord et je crois que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur le plateau pour faire les éloges du président ou de présenter le projet de société du président. Mais dans tout ce que le professeur a présenté comme attente, je crois que quand vous regardez le projet de société du président, tout est bien pris en compte. Si vous l'avez suivi pendant la campagne, il a évoqué ces trucs-là. On a eu des projets de société. Hein, non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, depuis la conférence nationale, vous savez très bien, c'est pas pour répéter le président. Mais nous avons dit la démocratie, nous n'avons pas pensé à ce qui était essentiel, qui était notre économie, comment survivre. Et toutes les sociétés d'État qui existaient avant ont connu des échecs à cause de l'impunité, la corruption, nos travers. Ces problèmes sont là aussi.
Et c'est ces travaux qui ont conduit à recruter des gens peut-être qui n'avaient même pas les diplômes, les capacités, tout a été fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pagailles auxquelles nous avons tous contribué, que maintenant nous voulons faire la part des choses. Nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ne nous ont pas avantagés et que nous voulons prendre un nouveau départ. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est normal, il y aurait des cases que les gens se font. Mais l'intérêt, il ne faut pas regarder ce que moi je vais retrouver dans ça. Il faut regarder l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir réglé un peu, jusqu'à 50% le problème de l'énergie. Nous sommes en train de régler le problème de l'eau. Nous sommes en train de régler le problème de microfinance. Aujourd'hui, il y a un fonds pour l'agriculture. Aujourd'hui, le chef d'État est en train de demander aux Béninois de travailler plus, de ne plus attendre. Parce qu'il y en a qui vont chercher les sous de l'État, les sous qui sont destinés à tout le monde. Il y a un groupuscule de politiciens qui en profitent. Aujourd'hui, la ceinture aussi a permis quand même d'assainir les finances publiques et d'avoir des économies pour construire les routes. D'accord, on ne va pas manger les routes, mais ce n'est pas que les routes. Il y a beaucoup de projets qui vont permettre aux industries de venir s'installer dans le pays pour que les Béninois puissent travailler. Parce qu'en fait, on a la terre. Regardez notre terre. On dit qu'on a notre espace, on cultive à peine 10% de notre espace cultivable. Regardez déjà, même par rapport à 5 ans de bilan, comment on a pu avancer au niveau du coton et d'autres produits qu'on est en train de découvrir. Donc, il faut que les Béninois prennent conscience que c'est là où nous allons travailler et que chacun travaille pour vivre du fruit de son travail. C'est pas parce que je suis avec un gouvernement que je n'ai plus des marchés, que je vais me fâcher et dire que rien ne va. Non, il faut regarder ce qui se passe. C'est ça. Non, c'est pas les intérêts directs en fait. Il faut pas penser à ce que je reçois, mais globalement, ce que reçoit la grande majorité, et après, de façon indirecte, ce sera redistribué. Les agrégats macroéconomiques vont faire l'équilibre. Ça va être un circuit. Et déjà, on va commencer par produire chez nous. On ne va plus envoyer nos sous à l'extérieur. Parce que quand nous prenons tout ce qui est importé, nous donnons du travail, la main-d'œuvre à l'extérieur. Donc, il va falloir qu'on commence par donner de la main-d'œuvre à nos populations, aux jeunes du Bénin. Donc, c'est ça, il attire notre attention. Il va jusqu'à dire que lui va enfreindre jusqu'à les décisions de la conférence nationale, créer une banque nationale. L'État et une société de GSM aussi, pour qu'on puisse prendre en compte tout le monde, parce que les sociétés de GSM, quand ça couvre certaines parties qui ont l'intérêt, ils s'en foutent des autres parties du pays. On en a besoin, la jeunesse en a besoin pour étudier. Quand on parle du GSM, au niveau de la banque, aujourd'hui, la banque prête qu'aux riches. Si vous n'avez pas de titre foncier, nos femmes ne peuvent pas aller prêter après les petits microfinances. Donc, il faut des banques nationales. Et l'État est en train de s'engager. Et donc, dans ces programmes, il est clair. Il est conscient, en fait, de l'enjeu qu'il y a pour le Bénin. Et il attire l'attention. C'est que les gens ne le comprennent pas parce que ça a été un peu dur. Les gens pensent que, bon, c'est chaud, c'est chaud. Apparemment, c'est pas tout le monde. Voilà. Alors que maintenant, on nous demande à tous, nous devons participer au développement de notre pays. C'est le moment. Moi, je crois que les Béninois ont déjà fait la grande patience. Ils ont déjà tenu 5 ans. Et je crois que c'est vraiment la renaissance, c'est nouvelle et chacun en aura pour son compte. Je crois qu'il faut accompagner le chef de l'État, il faut accompagner le gouvernement pour que vraiment le bien-être là nous revienne. Il ne faut pas rester isolé, se fâcher, se comprendre. Non, c'est l'heure du développement du Bénin. Nous devons tous mettre la main dans la... À la patte. Monsieur Soudé, oui. Le développement de madame, ça c'est pour les lettrés. Moi, j'ai eu la chance. J'ai lu le programme. J'ai lu le programme du chef de l'État. On a dit renforcer, consolider, améliorer, construire. Ça, c'est les verbes que j'ai vus. Je dis, c'est pas ça le problème. Mais on peut au moins traduire non, ça. Vous savez, je vais vous donner mes exemples. Si vous voulez. Oui, je suis d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits. Moi, je dis, je connais beaucoup d'opérateurs économiques qui, depuis 2016, ont dû fermer leur entreprise. Vous savez, le professeur l'a rappelé, quand je gagne, j'ai un boulot. Ou bien j'ai une petite société, j'ai recruté un comptable, une secrétaire, j'ai nourri 3 familles. 3 familles. Parce que quand j'ai étudié et que je paie mon boulot, ça pose problème. Moi, ça c'est les agrégats macro, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Ma tante qui est au village a besoin de se soigner, a besoin d'aller au centre de santé et que les premiers médicaments, j'ai fait le Nigeria quand vous êtes malade, madame, je suis d'accord. En 5 ans, on a mis le terreau. Et puis nous tous, on a serré la ceinture. Ça a laissé des traces sur nos ventres. Maintenant, il est temps qu'on desserre. Parce qu'à partir de... Si le chef de l'État obtenait le second mandat, il faut que déjà, la population y trouve son compte. C'est au moins le prochain... C'est ça qui est important. Vous savez, le Béninois ne te dit pas, donne-moi ton argent. Donne-lui ce qui lui revient de droit, il te colle la paix. Tu peux prendre tout le reste. Donne-lui ce qui lui revient de droit, il te colle la paix. C'est comme ça le Béninois. Donc, le Béninois, pendant 5 ans, ont supporté les réformes. Il y a des réformes à améliorer. Il faut qu'à partir de la 6e année, si le chef de l'État revient, que déjà les dividendes commencent à tomber peu à peu. Et les gens pourront comprendre que le sacrifice de 5 ans
a porté son fruit. Mais si on a fait sacrifice pendant 5 ans et que 5 nouvelles années, il faut qu'on fasse encore des sacrifices, ça va poser des problèmes. Monsieur Soudé, justement, ces mécontentements, on en a enregistré, on a même entendu des appels au boycott de ce scrutin. Est-ce que c'est le comportement, vu qu'on veut tous une amélioration sociale, qu'on considère nos difficultés Moi, et tout? je suis allé voter ce matin avec les membres de ma famille parce que je suis citoyen. Je ne veux pas savoir qui est candidat, qui n'est pas candidat. D'abord, en tant que citoyen, je dois aller accomplir mon devoir. Arriver là-bas, si on me tend le bulletin, je fais mon choix. Mais je dis, ceux qui appellent au boycott, pourquoi le font-ils? Vous allez voter. La frustration dont vous pouvez non. parler, politique. Les degrés de frustration ne sont pas les mêmes. Et n'emballer. En fait, je crois que le professeur l'a rappelé, ce sont des petites querelles et autour desquelles on a envie d'emballer tout le monde. On n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Il y a des gens qui cherchent une boule d'acassa, qui ne trouvent pas, mais d'autres ont la bonne bouffe et avec du bon vin. Maintenant, ils cherchent champagne, ils ne trouvent pas. Ils sont mécontents parce qu'ils n'ont pas trouvé leur champagne. Mais dans mon village, ma tante cherche une boule d'acassa à donner le soir à ses enfants. Il ne trouve pas. Son enfant veut aller à l'école demain matin. Il faut que je le trouve 50 ans. Il ne trouve pas. Donc, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et la majorité des Béninois ne veulent pas grand-chose. Le pain et la paix. Arriver à s'assurer 2 repas dans la journée, c'est suffisant. Hein. Son déjeuner et son dîner, très peu de Béninois au village parlent de petits déjeuners. Donc, l'essentiel, c'est de satisfaire la grande masse. Parce que nous, les intellectuels, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux par rapport à la grande masse. Et quand vous allez parfois au village, vous vous mettez à expliquer ça aux gens, vous dites, Diaogo quoi. C'est-à-dire que toi, tu as doué pour en moto. Maintenant, tu viens nous faire à la cour ici. En réalité, c'est ça. Et les gens comprennent qu'il faut désormais donner le minimum. Si vous donnez le minimum aux gens, je crois que le chef de l'État doit être accompagné. Parce que si chacun trouve un peu, ils vont dire, ah, ton gars, là, il travaille donc, chacun à son niveau pourra lutter contre la corruption. Je dis, on a lutté contre la corruption, mais il y a de gros dossiers qu'on doit pouvoir élucider au prochain mandat. On doit pouvoir nous faire comprendre où sont passés les 40 milliards des Béninois. Ce que Carlos a pris, ça doit faire des écoles, ça doit faire des marchés, ça doit faire des centres de santé. Donc il faut, parce que quand ces affaires ne sont pas éclaircies, les gens se disent, c'est pas différent. Donc il faut montrer aux Béninois que ce qu'on fait aujourd'hui est nettement différent à ce qui se passait. Parce que les gens sont la plupart incrédules, ils disent, même tabac. Donc il faut prouver aux Béninois que le travail qui a été fait, ça a commencé par porter de fruits. Parce que c'est ça qui fait mal. Hein. Toi, tu ne trouves pas 1000 francs, mais quelqu'un détourne des millions. On dit c'est un coup de justice, ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais c'est la justice qui est comme ça. Mais justement, le chef de l'État, dans sa tournée de reddition, a attiré l'attention, a dit que désormais, il faut que les gens marchent contre la mauvaise gouvernance. Il a déjà réglé ce problème-là. Il a dit il faut aller dénoncer à la criette. C'est pas lui qui va le faire, n'est-ce pas? Puisque nous marchons pour la démocratie, c'est pas que la démocratie pour qu'on puisse se développer. Il y a la bonne gouvernance aussi. Dans ce que vous avez dit, il a déjà... Mais marcher sur la criette aussi, ça peut faire objet de délation. Il faut que dit que bon, si je suis contre le professeur et que je peux inventer une histoire. Donc il faut que les institutions du pays jouent leur rôle. Et que chacun se retrouve. Ouais, parfois, quand dans les villages, quelqu'un amène un voleur au commissariat, après le retrouve dehors, il ne comprend pas. Parce qu'on ne lui a pas expliqué que c'est pas parce que toi tu as dit qu'il est voleur que la loi va dire qu'il est voleur. Donc il faut que tout ça là, ça fait partie de l'éducation. Parce que quand on n'éduque pas le peuple sur ce qui est et ce qui n'est pas, il ne va jamais comprendre. Il va toujours trouver que quelque part, ceux qui trouvent leur compte se foutent de nous. Donc je dis, au-delà de satisfaire les attentes, il faut aussi commencer un travail d'éducation. Et ça, ce n'est pas le travail du chef de l'État, c'est le travail des partis politiques. Parce que c'est les partis politiques qui vont faire la cour aux citoyens pour qu'on vote pour leurs candidats. Pour solliciter les Donc il faut que ces partis politiques, dès le lendemain de prestation de serment, qu'on commence par éduquer le peuple. Il faut ça. Oui, on va faire un dernier tour de table rapidement pour... Oui, je crois que vous avez posé une question à laquelle Mme Badarou a répondu que le projet de société du chef de l'État montre quand même qu'il y a des choses qui se feront. Régler les problèmes. Pour régler les problèmes, notamment les problèmes sociaux des Béninois. Oui, on a compris au cours de ces 5 dernières années que le président Talon fait plus ou moins ce qu'il dit. Gageons encore qu'on ira vraiment vers le social. On ira vraiment vers le social. Si éventuellement il était réélu. Parce que là, on ne peut pas
augurer de ce qu'il est réélu ou pas. Mais ce que j'ai envie de dire pour clôturer ce débat, c'est qu'au-delà des chiffres que nous agitons, les attentes légitimes ou illégitimes en termes de taux de participation, il faut quand même lire que la contrainte n'est pas faite aux Béninois d'aller voter. Ça c'est essentiel à retenir de tous nos échanges. Il y a à retenir aussi que les hommes politiques ne se battent qu'autour d'intérêts. Autour de toi pour que je m'y mette, parce que moi aussi j'ai besoin d'être là pour d'abord mes intérêts personnels, régler mon réseau social, le réseau dans lequel je suis, politique, social ou économique, parce que derrière chaque homme politique, il y a toujours un réseau qui a des attentes. Le réseau qui finance la campagne, le réseau qui fait ci, qui fait ça, a toujours des attentes par rapport après la réélection d'un président de la République. Et c'est comme ça que nos marchés publics sont attribués à des gens qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, au-delà de ces guéguerres ou de ces conflits entre griffes d'individus, parce que tout ce qui se passe là, on ne voit pas vraiment l'intérêt général du peuple dedans. On voit des querelles de personnes. Et au-delà de ces querelles de personnes là, il faut que, comme Mme Badarou l'a dit, qu'on pense à l'intérêt collectif. Et comme M. Soudé l'a dit aussi, que chacun là où il se trouve se sente à l'aise, trouve à manger, arrive à se soigner, trouve de l'eau potable à boire, arrive à se déplacer aisément, arrive à s'habiller aisément, arrive à avoir un toit convenable, un toit décent. C'est important. Si au cours des 5 prochaines années, on peut arriver à corriger ça, que ceux qui ont envie d'avoir de l'emploi aient de l'emploi, et qu'on mette les enfants dans les meilleures conditions pour recevoir l'éducation. Nous sommes en train de banaliser un peu l'éducation, du primaire jusqu'au supérieur. Et tant qu'on ne va pas corriger ça, même l'éducation civique dont on parle, ça va prendre un coup. Et donc, il faut vraiment qu'on s'investisse sur ces plans-là. C'est important. Monsieur Soudé, quel que soit le taux de participation de ce scrutin, l'élection sera validée. Oui, l'élection sera validée, c'est clair. Mais je dis, il faut que désormais qu'on dise la vérité à nos hommes politiques. Moi, j'ai suivi tous ceux qui sont descendus faire la campagne. Ils sont allés dans leur fief. Ils ont fait la campagne pour conforter leur position auprès du chef de l'État. Ne nous trompons pas. Attention, je les ai tous suivis. Ils sont... Madame semble pas d'accord, mais on va revenir à elle. Chacun est descendu, vous allez voir, chacun est descendu dans son village pour parler à ses parents parce qu'auprès du chef de l'État, il a une certaine cote qu'il veut conserver. Bon, c'est de bonne guerre. Et il s'en fout de ce que... des problèmes de la population. Moi, je vous demande de sortir pour voter, pour qu'on dise que dans le fief de Tantampion, le taux de participation est élevé. Donc, je crois qu'il faut que désormais, que nous puissions faire vraiment de la politique par conviction. Nous voulons que nous fassions de la politique de développement. Pour qu'on ne dise pas que, lui, il n'a passé qu'à lui. Il faut que désormais, qu'on passe à tout le monde. Et je crois que si le chef de l'État était réélu, il y a un certain nombre de choses qu'il faut corriger. Il faut dissiper un certain nombre de malaises. Parce que si ça continue comme ça, c'est pas bon. Les gens ne veulent pas grand-chose. Donnez-leur ce qu'il faut. On a besoin que les enfants aillent à l'école. On a besoin que les enfants aient le matériel didactique. On a besoin que nos enfants puissent être compétitifs face aux apprenants des autres pays. Donc, il faut que désormais le système éducatif soit repensé pour que désormais, quand vous sortez, vous avez vu un temps quand vous êtes béninois, vous allez à Dakar, quand vous dites, toi, tu es béninois, j'ai étudié là-bas. Quand tu dis que tu es béninois, chapeau. D'accord. On te respecte. Madame Badarou, on en vient à vous. Pour finir, on a 2 minutes pour partir rigoureusement. Merci bien. Je crois que globalement, nous sommes tous d'accord qu'il y a eu des réformes. Il y a eu. Même si vous ne vous êtes pas entendu sur le taux de participation, s'il doit être considéré ou pas. Oui, pour ce qui est de taux de participation, je crois que c'est clair, puisque les tests ne disent pas qu'il faut un certain taux pour valider la candidature de l'élection d'un chef de l'État ou d'un candidat. Une chose est sûre, la démocratie elle-même, c'est la dictature des tests. C'est la loi de la majorité sur la minorité, n'est-ce pas? Alors la majorité, c'est ceux qui ont décidé d'aller voter. Ils sont sortis, n'est-ce pas? Et donc c'est là qu'on verra qui a le plus de voix. Donc je crois que
la légitimité ou l'illégitimité n'est plus à poser. La démocratie est là. Vous êtes libre d'aller voter. Vous êtes libre de ne pas aller voter. Donc, ceux qui ont choisi d'aller voter, ils sont majoritaires sur vous. Et donc, ça va s'imposer à vous. Donc, je crois que le problème ne se pose pas. Avec le temps, tout le monde comprendra que aller voter, c'est faire le choix de développement pour son avenir, l'avenir de ses enfants. On ne reste pas là pour dire oui, parce que sa tête ne me plaît pas, je ne vais pas voter. Non, en fait, on se fait mal. Parce qu'il faut participer à l'activité et au développement de son pays. Et je rejoins encore... Très rapidement, on doit partir. Ah oui, d'accord. Mais donc, c'est pour dire qu'en fait, quand vous parlez de l'éducation, dans le programme de ce projet de société chef de l'État, il a parlé des innovations, 30 lycées qui sont prévus. Vous y revenez. Lycées professionnels. Bien sûr, non, pour dire que, en fait, les problèmes qui sont posés sont déjà pris en compte dans le programme du chef de l'État. Il est conscient des réalités, le diagnostic qu'il a fait sur le Bénin, vraiment, en tout cas, c'est pas pour faire ses éloges. Nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui comprend bien le Bénin, qui comprend bien les... On attend celui-là qui va sortir vainqueur de cette élection. En attendant, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier plateau de la soirée de la nuit électorale. Tout à l'heure, vous allez retrouver Romualdo Rouy pour le second plateau qui va s'intéresser aux enseignements politiques de ce scrutin. Viendra ensuite l'analyse des grandes tendances à partir de 0 heure. Monsieur Gbenaou, Monsieur Soudé et Madame Badarou, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez toujours fidèles à nos différents programmes de cette soirée.